Bonjour, premier numéro du 7-8 Société sur TV78, nouveau numéro, nouveau rendez-vous mensuel qui vous permettra d'aborder autrement l'actualité à travers tout d'abord la diffusion d'un documentaire inédit sur notre antenne et ensuite à travers une discussion en plateau avec des invités. En ce mois d'octobre, nous allons parler d'environnement, changement climatique, le défi énergétique, c'est le thème de cette émission à laquelle participe Alain Mazot. Bonjour, du laboratoire des sciences du climat de l'environnement de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines et puis également Frédéric Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre d'Alternativa à Versailles, un mouvement qui s'est lancé pour réagir notamment face aux défis du changement climatique. Pour l'instant, je vous propose de découvrir ce document de Claire Janteur. Elle a suivi Bertrand Piccard dans la préparation de son tour du monde, un tour du monde pas comme les autres, avec un avion fonctionnant uniquement à l'énergie solaire. Bertrand Piccard, la trajectoire et l'altitude, une production Beau Travail, Ushuaïa TV et TV78. Hotel Bravo Sierra India Bravo, final runway 13. Hello to each of you. The round the world flight with no fuel has started a few days ago from Abu Dhabi. I'd like to say a few things about this topic of climate change. Today, with the clean technologies, with energy efficiency, we have exactly what we need to motivate people. Nous avons décidé de commencer notre tour du monde à Abu Dhabi, ce qui nous permet d'un côté de passer l'Inde très tôt dans la saison, avant les moussons, mais aussi Abu Dhabi s'impose de manière logique à cause de sa diversification dans les énergies renouvelables. Donc c'est vrai que Solar Impulse, l'avion solaire qui décolle depuis Abu Dhabi, ça a du sens. Cyrano de Bergerac disait « monter moins haut, certes, mais seul ». Et je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut monter plus haut, mais à deux, ou à plusieurs. André, Albert, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous donne le go pour le départ de Solar Impulse. Vraiment merci de tout cœur et puis on pense à vous. Depuis l'avion, depuis Abu Dhabi à toute l'équipe de Monaco. Merci beaucoup André et bon vol, surtout bon soleil. Merci beaucoup Albert, bonne journée. Speedrun. Copied. Chaque vol, c'est chaque fois l'impossible qui recule. Et ça, c'est une satisfaction extraordinaire. Ça, c'est les grands moments de bonheur. Premier 7-8 Société pour cette saison sur TV78 et nous parlons ce soir du changement climatique, plus particulièrement du défi énergétique qui se pose afin d'endiguer ce phénomène. En plateau, donc Alain Mazot, si vous venez de nous rejoindre, du laboratoire des sciences du climat de l'environnement de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes paléoclimatologue, pour être très précis. Et puis également Frédéric Vincent, membre d'Alternativa à Versailles. Ce mouvement, je le disais au tout début de cette émission, créé pour réagir face notamment au défi du changement climatique. Peut-être un regard sur ce défi de Bertrand Piccard qui a placé l'aventure technologique au service de la planète. Vous avez suivi peut-être, j'imagine, ce défi de traverser la planète avec uniquement l'énergie solaire ? Oui, je l'ai suivi comme citoyen. Hein. Mais moi, je trouve ça extraordinaire et je trouve que c'est, un exemple pour l'avenir des développements des nouvelles technologies. Évidemment, ce n'est qu'un point de départ, mais de montrer que, disons, on arrive à faire voler un avion et qu'il fasse le tour de la Terre, ce qui est quand même vraiment quelque chose de difficile, je dirais, uniquement avec l'électricité produite sur place, c'est-à-dire en volant par les panneaux solaires. Je trouve ça
extraordinaire et prometteur. Évidemment, ça ne veut pas dire que demain, on va monter dans des A380 électriques, mais ça montre quand même ce qu'on peut faire. Et disons, c'est l'optimisme qui est dans ce superbe projet, ce superbe succès. J'imagine que vous partagez ce point de vue, l'optimisme qui s'en dégage pour l'avenir. Oui, alors c'est-à-dire que c'est enthousiasmant de voir un progrès technologique. Après, il faut tempérer, c'est-à-dire qu'il y a d'autres façons de faire. Il ne faut pas tout miser sur la technologie. Donc le progrès technologique, c'est bien, mais il y a aussi d'autres façons de faire. Et c'est ce qu'on va voir avec vous. Vous allez nous dire justement l'approche que vous pouvez avoir de ces changements, peut-être de comportement aussi, tout simplement, et pas uniquement tout reposer sur la technologie. Ce sera l'objet de cette émission du 7-8 Société aujourd'hui. Alors, vous travaillez sur la paléoclimatologie. C'est la science qui étudie les climats passés, leurs variations, les phénomènes auxquels on assiste aujourd'hui, pour revenir un petit peu, parce que c'est la base de tout ça, tout ce qui est tempête, tornade, réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des précédents ou est-ce qu'on peut directement impacter sur l'activité humaine aujourd'hui, toutes les conséquences de ce qui se passe? Il y a des précédents, évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui est possible, si vous voulez, c'est que le nombre de ces tempêtes, peut-être, sera augmenté dans le futur. Leur intensité, peut-être aussi. Les impacts, par contre, on est quasiment sûr que ce sera plus grave, notamment lié à l'élévation du niveau de la mer, donc les régions côtières seront plus vulnérables, et aussi au fait qu'il y a de plus en plus de monde qui habite sur les côtes. Donc voilà, il y en a eu dans le passé, ça dépend si on regarde le passé des derniers siècles ou le passé plus lointain d'ailleurs, il y en a eu dans le passé, il y en aura dans le futur, mais il est très probable que le réchauffement climatique va changer aussi bien la fréquence et l'intensité de certains de ces événements, pas forcément tous, et il est à peu près sûr que les impacts seront plus graves parce que en même temps, il y a le niveau de la mer qui augmente à cause du réchauffement climatique aussi. Et l'activité humaine, la responsabilité de l'homme aujourd'hui sur la situation? Elle est directe. Si vous voulez, le réchauffement climatique de ces dernières dizaines d'années, il est lié à l'utilisation massive des combustibles fossiles et l'effet de serre qui est augmenté. On a abusé de ces énergies polluantes. En fait. Abusé, c'est peut-être pas le mot, mais enfin le résultat est là. Donc on augmente l'effet de serre en utilisant de façon massive le pétrole, le charbon et le gaz. D'un autre côté, ça nous a apporté, au sens très général, un confort. On vit bien mieux qu'avant, qu'il y a 50, 100, 200, 300 ans. Mais ça a ses limites aussi. En utilisant de nouvelles technologies, en changeant aussi peut-être les comportements, on peut inverser le cours des choses, en tout cas limiter l'impact? Plutôt limiter l'impact, le modérer, c'est-à-dire de toute façon, il faudra de l'adaptation, mais l'adaptation sera plus facile si le réchauffement et les conséquences sont modérées que si on continue et que les choses divergent davantage. On va voir sur le changement de comportement, la façon dont Alternativa appréhende les choses. Juste une petite pause pour regarder ce reportage. Les représentants de VDCOM, institut qui travaille sur les technologies de demain pour les véhicules, n'a pas pu venir sur le plateau aujourd'hui, mais l'institut VDCOM, l'Institut pour la transition énergétique, qui est basé dans les Yvelines du côté de Satory, a fêté récemment ses 3 ans. Il y a de nombreuses innovations qui ont encore été présentées. Je vous propose de regarder ce reportage. La voiture que nous conduirons demain est probablement en phase d'élaboration ici, à Satory, l'un des sites où est basé VDCOM. L'Institut pour la transition énergétique, créé en 2014, travaille actuellement sur près d'une vingtaine de projets et profite de son 3e anniversaire pour les faire découvrir à ses partenaires. Nous disons que nous voulons être l'écosystème qui génère ces nouvelles mobilités, l'écosystème de référence, et nous voulons être le pionnier de ces nouvelles mobilités. VDCOM compte désormais 150 collaborateurs pour développer ces différents axes de recherche comme l'électrification des véhicules. Objectif, permettre de réduire la consommation d'énergie et les émissions de polluants. Principale inauguration cette année, la piste qui recharge directement la batterie des voitures électriques. On peut imaginer, au travers de la charge en roulant, qu'elle soit continue comme on le fait sur la piste fabrique ou que ce soit en biberonnage, c'est-à-dire avoir des spots où on charge quand on s'arrête, on peut effectivement imaginer se déplacer sans consommer d'énergie sur la batterie. Doté d'un budget de 25 millions d'euros annuels, VDCOM poursuit son développement. L'an prochain, l'ensemble de ses activités seront rassemblées à Satory dans des nouveaux locaux.
Changement climatique, le défi énergétique, c'est la question que nous abordons aujourd'hui dans le 7-8 Société. Quel regard vous portez sur ces innovations technologiques ? Vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas tout miser dessus, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Alors, c'est intéressant, tout à fait. Après, la question, c'est comment ça va être mis au service de la société, quoi. Et donc, Alternatiba, en fait, c'est un mouvement, enfin, ça veut dire alternative en basque, et ça fait la promotion des alternatives face au réchauffement climatique, mais aussi l'épuisement des ressources naturelles. Chaque année, nous consommons trop de ressources naturelles comme le bois, l'eau, les poissons, il y a l'épuisement des sols. Et en fait, ça vise à faire prendre conscience qu'il y a d'autres façons de faire, et que ce sont des façons de faire qui sont enthousiasmantes, qui sont joyeuses. Et ça, concrètement, ça peut être changement dans les pratiques de l'alimentation, ça peut être participer à une association de maintien pour l'agriculture paysanne, ce qu'on appelle les AMAP, ce qui permet de recréer une agriculture à taille humaine, plus locale, avec beaucoup moins d'utilisation d'intrants, de pesticides. Et donc, on revient à une agriculture qui ne dépend plus du pétrole, puisqu'actuellement, on dépend d'une agriculture très industrielle qui utilise beaucoup de pétrole pour les tracteurs ou pour les différents intrants. Ça peut être aussi dans l'énergie, c'est-à-dire changer les comportements. Donc il y a différents scénarios qui ont été mis en avant par l'association d'ingénieurs qui s'appelle Negawatt et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et maîtrise de l'énergie, qui montre qu'il est possible de sortir des énergies fossiles et du nucléaire d'ici 2050 avec 3 axes de développement: la sobriété, l'efficacité et les énergies renouvelables. La sobriété, ça consiste changer de comportement, c'est-à-dire que par exemple, je vais moins prendre l'avion, je vais arrêter je vais pas aller chaque année en vacances aux Seychelles. Donc on est sur une réflexion vraiment profonde du mode de fonctionnement et de consommation du quotidien, en fait. Tout à fait. Dans ces pratiques, même pour partir en vacances, vous disiez. Et ce qui n'empêche pas de partir en vacances, et ce qui n'empêche pas de prendre l'avion une fois de temps en temps. Ça peut être aussi... Donc l'efficacité, c'est plus... vous avez votre bâtiment, votre logement, vous allez l'isoler thermiquement, ce qui fait que vous allez consommer moins d'énergie pour le chauffer. Et les énergies renouvelables, c'est les énergies de flux, c'est l'énergie hydraulique, c'est les éoliennes, c'est le photovoltaïque, c'est de la biomasse. Et donc en combinant ces 3 axes, il est possible en fait sur quelques décennies de sortir des énergies fossiles et du nucléaire. Alors évidemment, ça va prendre du temps, mais c'est faisable. Et donc il y a le volet alimentation, il y a le volet énergie, il y a aussi le volet économie. L'utilisation des objets, par exemple les ressourceries, plutôt que de jeter un objet, on peut lui donner une seconde vie via une ressourcerie. Emmaüs, c'est un exemple de ressourcerie, mais il y en a d'autres. Il y a le volet démocratie, comment remettre de la démocratie. Alternatiba, c'est un fonctionnement horizontal, avec une gestion par consentement. Et ça marche, on arrive à le faire marcher. Et puis il y a aussi le volet éducation. Il est important de porter attention aux enfants à ce qu'ils ne reproduisent pas des comportements qui peuvent être nuisibles en fait. Et ça peut être, il y a plein de choses, c'est-à-dire éviter de tomber dans des addictions. On a une addiction au pétrole, on a une addiction à la surconsommation, on a un certain nombre d'addictions et dont il faut se libérer en fait. Alternatiba, je le précise, mouvement, vous parliez de la traduction en basque justement, qui a été lancé à Bayonne en 2013. Voilà, on l'a passé sur la petite présentation pour expliquer le nom, Alternatiba. Voilà. Oui, exactement. Merci d'en parler. Donc effectivement, ça a commencé à Bayonne en 2013 avec un premier festival des alternatives qui a eu, je crois, 12 000 personnes. Depuis, il y a eu plus d'une centaine de villages qui ont accueilli plus de 500 000 personnes. Et à Versailles, nous avons créé un collectif. Il y a plus d'une cinquantaine de bénévoles. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui sont intéressées. Je pense que nous aurons quelques milliers de personnes. Donc ce sera le dimanche 15 octobre sur le parvis de l'hôtel de ville et à l'intérieur. Et d'ailleurs, nous remercions la mairie de Versailles qui est un partenaire. Donc le maire François de Mézières et tous les services techniques, toutes les équipes avec qui nous travaillons et qui nous permettent à disposition différentes ressources et qui fait que il y a une super dynamique. Et donc le 15 octobre, vous organiserez, c'est sur le parvis de l'hôtel de ville. C'est ça. Alors ça consistera en quoi ? Il y aura je crois qu'il y a 80 intervenants. Il y aura des ateliers, des conférences, des spectacles. Il y aura des animations. Ce sera donc à la fois pédagogique et ludique.
pour tous les âges. Et voilà, donc ça va être bien. Cette logique de changer les mentalités, les façons de faire. Je me tourne vers le chercheur, le scientifique, mais peut-être aussi vers le citoyen. Quel regard vous portez sur le travail qui est mené, sur ce changement de conception? Vous disiez qu'il faut évoluer dans la consommation d'énergie. Je pense que, sans tomber dans l'angélisme d'ailleurs, je pense que toutes les initiatives qui permettent de prendre conscience, de réfléchir, d'essayer d'agir, sont bonnes. Et effectivement, à l'occasion de la fête de la science, c'est un excellent moment. Je voulais aussi rebondir sur l'aspect comportement et technologie. Je pense que les deux vont ensemble. Les progrès technologiques, les aménagements permettent de changer les comportements sans que ce soit une trop grosse contrainte. Quand, par exemple, sur le plateau de Saclay, petit à petit, il y a des pistes cyclables de qualité et qu'on ne risque plus d'être écrasé par les voitures à tout moment, eh bien, on n'hésite pas à prendre le vélo ou le vélo électrique s'il y a des côtes. Donc, je pense que les aménagements, la technologie et les comportements, tout ça, ça va ensemble. Vous parliez des vélos, justement. On va peut-être regarder ce reportage aussi, parce que pour encourager ces initiatives-là, 50 franciliens se sont lancés un défi au cours du mois de septembre. 3 semaines sans voiture. C'était organisé par la mairie de Paris avec l'objectif de se passer de son véhicule et n'utiliser que des transports de substitution. Et nous avons suivi l'un de ces candidats à ce défi. Lui fait le trajet tous les matins pour venir travailler à Guyancourt, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce geste, c'est devenu une habitude pour Florent. Prendre le train, déplier son vélo électrique, une routine installée depuis une semaine. Comme une cinquantaine de participants, il s'est lancé dans le défi 3 semaines sans voiture. J'adopte la multimodalité, donc c'est-à-dire que je prends mon vélo de chez moi jusqu'à la gare Montparnasse. Ensuite, je prends le TER qui arrive à la gare de Versailles-Chantier ici. Et ensuite, je réutilise ce vélo donc, qui est électrique pour faire les 8 derniers kilomètres qui me séparent de mon lieu de travail. Donc en transport, je mettais à peu près 1h10, 1h15 et en voiture 1h20 à peu près par trajet, donc x2 sur une journée. Et aujourd'hui, avec ce défi ? Là, avec le vélo-train-vélo, je mets à peu près 55 minutes. Un gain de temps et une source de pollution en moins, le vélo électrique permet aussi de moins se fatiguer. Il est prêté par l'association WeMove, partenaire de l'opération. Les coachs restent en contact avec les candidats pour se soutenir et régler les différents problèmes rencontrés. Malgré un souci de crevaison et une panne, Florent reste convaincu. J'hésitais déjà avant le défi, je me posais la question, et là le fait d'en avoir un en prêt pendant 3 semaines a fini de me convaincre, et ça va être un de mes futurs investissements dès que le porte-monnaie le permet. Pour ce type de modèle, il faudra compter dans les 800 €. Certains peuvent aller jusqu'à 2000. La mairie de Paris, organisatrice du défi, offre une subvention pour les acheteurs. Initiative qui a dû vous séduire. Oui, complètement. C'est un bel exemple d'une belle utilisation de la technologie, quoi. Donc voilà, le progrès technologique, oui. Après, il faut trouver le bon curseur. J'en reviens juste au documentaire qu'on a vu au début de cette émission sur le travail de Bertrand Piccard. Utiliser l'énergie solaire uniquement pour se déplacer, ce serait une solution? Ce serait envisageable? Possible? On va voir. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il faut toujours penser, disons en quelque sorte, à utiliser tous les leviers qui sont à notre disposition et les utiliser de manière optimale en fonction de ce qu'on veut faire. Je voulais rebondir un peu sur le reportage. Oui, je vais vous dire, c'est une très belle illustration, mais je ne savais pas qu'il y avait ce reportage. Donc... Transition était toute trouvée. Voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas de solution miracle et la transition, c'est vraiment en jouant sur tous les leviers qui seront à notre disposition. Ça, je pense profondément. Vous travaillez sur la constitution des variations climatiques du passé, éventuellement les causes aussi. Vous avez tout un tas de données sur l'évolution du climat. Il y a vraiment des sources d'inquiétude aujourd'hui et dans les décisions aussi qui sont prises. Alors on va peut-être rentrer dans un volet plus politique, mais on a pu voir les accords de Paris, par exemple, avec la décision des États-Unis, de Donald Trump. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à avoir? Oui, bien sûr. Espérons qu'en quelque sorte... les décisions de Trump n'impacteront pas trop l'effort mondial associé à la COP21, ça c'est sûr. Personnellement, je pense que l'Amérique, ou du moins une partie de l'Amérique, parce que tout le monde ne le suit pas, la Californie, je pense, ne le suit pas, c'est une perte de temps, et toute perte de temps est mauvaise, en fait, dans ce domaine maintenant. Les climats du passé permettent, juste un mot, de mettre en perspective le changement qui se passe actuellement. Le changement qui se passe actuellement, il est rapide et d'amplitude importante.
Mais vous qui êtes justement chercheur et qui le démontrez par des faits, par des études scientifiques, comment vous pouvez percevoir le fait qu'aujourd'hui encore tout cela soit remis en cause ? Parce que c'est un sujet qui est scientifique, mais c'est un sujet qui a des impacts aussi sociétaux, des impacts sociétaux importants. Et dès qu'il y a des impacts sociétaux, il n'y a plus seulement la rationalité de la science, si j'ose dire. Donc c'est classique. Le fait qu'on remette en cause aussi, et justement c'est du coup le travail aussi d'associations, de collectifs comme Alternatiba, d'expliquer que il y a des faits, il y a des preuves scientifiques. Mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire qu'il y a les faits scientifiques, mais après il peut y avoir il y a l'émotion et les intérêts. Et c'est-à-dire que quand on a des habitudes qui sont prises, c'est difficile de les remettre en question. Et aller dire aux gens de changer, c'est délicat. Donc il faut leur montrer que le changement est enthousiasmant. Et donc c'est là en fait la difficulté, le défi qui est tout à fait relevable. Mais voilà, il faut faire preuve d'intelligence émotionnelle et s'adapter à l'interlocuteur et montrer qu'il y a d'autres façons de faire. Et effectivement, comme disait Alain, la Californie, tous les Américains ne suivent pas Donald Trump. La Californie a menacé de faire sécession. Il y a des villes comme San Francisco qui ont engagé la transition écologique. Et ils vont pas lâcher le morceau. San Francisco, c'est un des pionniers dans la réduction des déchets. Et c'est ça qui justement donne à la fois de l'espoir et de l'enthousiasme, c'est qu'il y a des choses qui se passent malgré le fait qu'on ait un peu des mini-dictateurs comme Donald Trump, quoi. Sur les conséquences, sans avoir un discours catastrophique mais néanmoins réaliste, sur les conséquences de ces changements climatiques, une disparition des espèces, quelles sont les conséquences que vous avez pu constater aussi par le passé ? Alors, si vous voulez, bien sûr, il y a le changement du climat, et plus il va être important, plus il aura des impacts sur le vivant, sur les espèces. Et puis il y a aussi le fait que l'homme, en quelque sorte, occupe presque toute la place disponible sur la planète. Donc il y a tout ça. Sur la façon dont vous travaillez, juste on va faire une parenthèse parce qu'on parlait de l'historique du collectif Alternatiba, mais je n'ai pas développé la façon dont vous travaillez. Moi, personnellement, je travaille sur les sédiments marins qui sont prélevés par le bateau océanographique Marion Dufresne, et ça nous permet de reconstruire les variations du climat vues par l'océan, c'est-à-dire les changements de l'océan, de sa température, est-ce qu'il était stratifié ou mélangé, les changements des courants. Donc on regarde tout ça et on le met aussi en lien avec, par exemple, ce qu'obtiennent les collègues qui étudient les carottes de glace, dont on parle sûrement plus souvent que les carottes marines. Voilà, son travail. Mais c'est une discipline scientifique comme une autre. Ensuite, on essaye de rédiger des papiers qui sont... Il y a un regard des politiques, justement, par rapport à vos travaux, pour justement adapter leur politique, adapter les énergies et la façon de fonctionner. J'espère qu'ils tiennent compte de nos travaux, mais nous, au laboratoire, on fait vraiment des recherches académiques. C'est-à-dire, on publie dans des revues scientifiques internationales. Donc, on n'a pas on peut être amené à interagir un petit peu avec les politiques, certaines personnes, Jean Jouzel et tout ça. Mais sinon, on est un laboratoire de recherche académique et on essaye avec tous les collègues de la communauté de faire avancer la compréhension du système pour mieux anticiper ce qui risque d'advenir dans le futur en fonction des différents scénarios socio-économiques, c'est-à-dire est-ce qu'on va modérer les émissions de gaz à effet de serre ou est-ce qu'on va rien faire ? Voilà, on essaye d'anticiper ça. On parlait des États-Unis, alors avec la technologie, les décisions françaises qui sont prises sur le plan technologique, le fait de faire disparaître le gasoil, par exemple, quelque chose que... Alors le gasoil, oui, ça va prendre du temps. Il faut être lucide. Moi, je parlais avant de sortir des énergies fossiles et nucléaires, mais ça va prendre du temps. Démanteler une centrale nucléaire, ça va prendre du temps. Donc il faut être déterminé. Non, mais je vais dire un mot sur le gasoil. Encore une fois, moi ce que je pense, c'est qu'effectivement, on a trop utilisé le gasoil, en particulier en ville, parce qu'effectivement, il y a des polluants, même s'il y a des progrès notables avec les filtres à particules et tout ça. On a trop, en quelque sorte, par des taxations différentes, encouragé le gasoil. Et des gens qui, en quelque sorte, auraient mieux fait de rouler à l'essence, qui font des petits trajets en ville, du coup, ont roulé au gasoil. Donc, de rééquilibrer les taxes, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne idée.
Vous disiez, on a tout. Oui, vous voulez dire un dernier mot? Oui, en fait, j'ai une discussion intéressante avec un architecte qui m'a ramené une anecdote assez frappante. Aujourd'hui, le temps que vous mettez pour traverser Paris en voiture, c'est le même temps qu'il y a 100 ans pour traverser Paris avec une carriole tirée par un cheval. Donc tout ça pour ça. Donc ça pose question, quoi. Pourquoi s'encombrer de voitures particulières dans une grande ville, quoi. Et bien justement, on a trop utilisé ces énergies-là, donc il y a d'autres initiatives qui se mettent en place. Exemple concret, ce sera le dernier reportage de ce 7-8 Société pour ce mois-ci. La ligne 23 du réseau Phébus, qui relie Vélizy à Versailles, a un nouvel arrivant, un bus 100% électrique. Il a été conçu par Alstom. Il a été lancé à la fin du mois de septembre pour une phase de test qui va durer toute une année. Le reportage. 12 mètres de long, 200 km d'autonomie et des allures de tramway, la mobilité s'offre une nouveauté plus écologique dans les Yvelines. 100% électrique, ce bus pourra transporter une centaine de voyageurs. Les premiers, et parmi eux le maire de Versailles, sont plutôt conquis. Il a tous les aspects d'un wagon de tramway, c'est-à-dire des fenêtres qui sont plus basses, donc une visibilité parfaite sur l'extérieur. Le tramway, c'était très séduisant, je dirais, il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, la vraie modernité, c'est d'avoir les avantages du tramway avec les avantages du bus. Et là, on en a la démonstration et donc on est très content de servir de lieu de démonstration. Un lieu de démonstration qui s'étend de Vélizy à Versailles sur la ligne 23 du réseau Phébus. Conçu par Alstom, ce bus nommé Aptis est une concrétisation de la région Île-de-France en faveur des transports. C'est la région qui a, à travers Île-de-France Mobilité, qui a investi dans ce premier prototype, parce que pour l'instant c'est qu'un prototype, on a la chance de l'avoir pendant un an en test grandeur nature. C'est un investissement de 600 000 €. Équipé d'une dizaine de packs batteries, le bus est rechargé tous les soirs. Son originalité, c'est 4 roues directrices à l'avant et à l'arrière. Elle change la conduite par rapport à un bus classique. Maha Naori analyse sa prise en main pour former les futurs conducteurs. Il va falloir un gros temps d'adaptation au conducteur pour le prendre en main, parce qu'on n'a pas du tout le même positionnement sur la chaussée, dû au fait que les roues sont sous nous, le cockpit conducteur est légèrement décalé vers le milieu, du coup on ne se positionne pas de la même manière sur ligne droite. Si le test est concluant, les premières livraisons de ce modèle auront lieu en 2019. Voilà, après le vélo électrique, le bus électrique, tout ça va dans le bon sens. Super. Un petit message d'optimisme à la fin de ce 7-8 Société qui était consacré au changement climatique et aux défis énergétiques avec ce documentaire consacré à Bertrand Piccard que vous avez pu découvrir au début de cette émission. Nous allons refermer ce 7-8 Société. Merci à vous deux. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous propose de revoir cette émission dès à présent sur notre site internet ou encore via notre application mobile. Les programmes se poursuivent sur TV 78. À très bientôt.